Voici Michel Perard. Michel Perard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes grand reporter à Paris Match et vous couvrez depuis 15 ans tous les conflits de la planète, du Nicaragua à l'Afghanistan, en passant par la Tchétchénie. Et le 9 octobre 2001, 2 jours après le début des frappes américaines en Afghanistan, vous êtes arrêté par les talibans, accusé d'espionnage, et vous encourrez la peine de mort. Vous serez emprisonné 26 jours avant d'être libéré et d'y retourner pour retrouver votre geôlier, celui qui vous a sauvé la vie, et découvrir que vous aviez en fait échappé de justesse à la mort. Et puis aussi, on en parlera, qu'Oussama Ben Laden, que les Américains cherchaient partout, était en fait tranquillement à Jalalabad, à moins d'1 kilomètre de votre prison. Voilà, vous racontez tout ça dans un livre qui paraît chez Pauvert, qui s'appelle Poste numéro 3, hôte des talibans, par Michel Perard. Michel Perard, merci d'avoir choisi Tout le monde en parle pour en parler. Interview vérité. Alors, le 8 octobre, la veille de votre capture, vous êtes à Peshawar, vous regardez à la télévision des images de la guerre et vous dites, c'est très bien écrit le bouquin, vous dites d'emblée, j'ai détesté cette guerre si discourtoise qu'elle s'invitait un dimanche soir, veille de bouclage. Il n'y a pas pire, oui. Ouais. Il n'y a pas pire parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps de travailler. Alors, votre bouquin, c'est une réflexion sur la guerre aussi. Vous dites, j'aime couvrir la guerre, j'en aime les mauvais goûts, les cadavres exhibés. Il y a un plaisir à couvrir la guerre. Moi, je trouve que dans la guerre, il y a des sociétés qui se dégagent des codes, des usages. Nos sociétés occidentales sont très figées, sont très codifiées. Dans la guerre, souvent, les gens ne se la jouent plus, parce que c'est plus la peine de se la jouer, parce que la vie est par essence éphémère. Donc les masques tombent. J'ai l'impression parfois que le centre de gravité de l'humain se déplace. Et j'aime la vérité des gens à ce moment-là dans la guerre. Ça donne de l'intensité à la vie, c'est ça qui vous fascine d'une certaine façon. Les journalistes trouvent leur compte dans leur guerre. Dans la guerre, c'est pas la peine de se raconter des histoires, on aime ça. Ouais. Et puis il y a cette idée d'aller voir soi-même, c'est-à-dire que aujourd'hui, les états-majors organisent des voyages, ce qu'on appelle le pool, c'est-à-dire pour un certain nombre de journalistes, et ils les trimballent, comme ça ils leur montrent ce qu'ils veulent bien leur montrer. Et vous, pendant la guerre du Koweït, avec des copains, vous aviez fait un anti-pool qui s'appelait Fuck the Pool, et vous y alliez sans être guidé par les militaires américains. Et alors il y a un truc extraordinaire, quand vous êtes arrivé à Kuwait City, vous étiez déguisé en militaire, vous êtes arrivé avant le pool de journalistes, et vous avez découvert toutes les supercheries qui étaient montées à l'usage des journalistes. Oui, effectivement, nous, quand on est arrivé, on n'a pas découvert la 4e armée du monde. Qu'on nous vendait le package médiatique des Américains nous disait que c'était, on allait voir ce qu'on allait voir. Oui, c'était Adolf Hitler à l'époque, Saddam Hussein. L'Amérique a toujours eu des satans, donc ça a été Noriega, ça a été Kadhafi, puis ça a été Saddam Hussein. Je crois que l'Amérique, par définition, a besoin de se découvrir comme ça des ennemis. À noter d'ailleurs que ce sont souvent d'anciens amis de l'Amérique. Alors quand vous voyez l'armée irakienne, soi-disant la 4e armée du monde, en fait, vous découvrez que c'est des gueux, comme vous dites dans votre bouquin, des enfants, désarmés, démotivés. Oui. Et puis il y avait aussi une fausse salle de supplice qui avait été montée à l'usage des journalistes. C'est-à-dire, lorsqu'on est arrivé à Kuwait City, on a découvert à l'hôpital Moubarak du centre-ville une morgue où il y avait des gens qui avaient été suppliciés, torturés à l'acide. Il y avait 8 ou une dizaine de cadavres, je crois. 3 ou 4 jours après, tout ça avait été organisé pour les besoins du pool, pour montrer à la presse américaine et à CNN en particulier à quel point Saddam Hussein était Satan. Satan. Alors, à Peshawar, c'est pas en militaire que vous déguisez cette fois, c'est en taliban, c'est-à-dire que vous essayez une burqa. Alors, c'est très intéressant d'ailleurs parce que vous en avez porté une de burqa et vous dites qu'il y a d'abord cette vision effectivement grillagée et en plus elles n'ont pas le droit de tourner la tête à droite ou à gauche parce que finalement elles ne doivent pas regarder l'homme. Donc elles sont un peu comme des chevaux qui auraient des ornières. Qui auraient des ornières. Elles n'ont pas le droit d'avoir un regard pour leur geôlier, pour les hommes. Il y a effectivement beaucoup d'accidents par exemple sur les routes en Afghanistan
parce que d'une part, le cadre grillagé limite extrêmement la vision, et d'autre part, elles ne peuvent pas tourner la tête. Ouais. Alors, vous faites un essai, vous faites une incursion. Qui fonctionne. Hein, vous partez du Pakistan, vous êtes en Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Rost. Qui est très importante, place forte stratégique des talibans. Voilà, vous y allez, ça marche. Hein. Et là, vous vous dites, ça y est, maintenant, je vais, toujours habillé en taliban, je vais aller à Kaboul, mais vous avez quand même un pressentiment, vous avez une espèce de prémonition. Hein. Je le sens pas ce matin-là. Ouais. Et là, il y a une succession d'événements. Ouais. Un confrère pakistanais qui devait nous accompagner, qui est arrêté. Ensuite, on n'a plus le bon chauffeur. On a une espèce de pleutre de chauffeur dans lequel je n'ai aucune confiance. Et j'aurais dû m'écouter à ce moment-là, Ouais. hein, effectivement. Alors à ce moment-là, il y a une rivière à passer, il y a un bac, vous êtes dans un break, vous sortez du break et vous savez, quand ils vont voir votre taille, ils vont comprendre que vous n'êtes pas une femme, mais un homme. Mais ce qui est très étonnant sur la culture talibane, c'est qu'à ce moment-là, ils n'osent pas vous déshabiller. C'est-à-dire, ils n'osent pas déshabiller les femmes. Moi, j'ai rusé quand même. Quand je suis sorti sur le bac, je me suis accroupi très vite, de façon à dissimuler ma taille, effectivement. Et donc, ils avaient quelques doutes, puisque j'étais avec le confrère pakistanais qu'ils avaient reconnu. Mais ils se sont donné le temps de m'observer. Et puis, finalement, ils n'ont quand même pas osé. Parce qu'ils étaient sûrs à 70%, ils me l'ont dit plus tard. Mais ces 30% restants, ça les gênait. Donc, ils ont demandé à une vieille femme de venir me fouiller. Donc à ce moment-là, j'ai senti que c'était râpé. Et j'ai enlevé la burqa de moi-même. Et je me suis pris un vieux coup de poing dans l'oreille qui m'a assommé. Et puis à partir de là, j'étais bien. Le sable était chaud et je me sentais à l'aise. Vous en faites pas. Et alors là, vous êtes arrêté. Au départ, c'est assez courtois, l'interrogatoire. Hein, ça se passe plutôt bien. Et là, vous voyez arriver un type qui s'appelle Tajmir Jawad. Alors, une description extraordinaire dans le bouquin, profil Camus, lippe dédaigneuse, claudiquement, et vous avez cette phrase, tout en lui révèle une adolescence frustrée de celle qui forme les bourreaux inspirés. C'est-à-dire, vous sentez que ce type a tellement souffert quand il était petit, qu'effectivement, il déteste la terre entière, et là, vous commencez à vraiment flipper. Il a 24 ans, vous apprendrez après que c'est un proche de Ben Laden, qu'il allait le voir. Membre important d'Al-Qaïda. C'est le responsable des services secrets pour l'ensemble du sud de l'Afghanistan, considéré comme un jeune prodige. C'est vrai qu'il avait quelques qualités, il n'était pas dépourvu de cruauté. Il est responsable de milliers d'arrestations arbitraires à Jalalabad et de probablement plusieurs dizaines d'exécutions, dont celle du fameux commandant Abdullah, qui était ce commandant qui s'était infiltré en Afghanistan pour tenter de rallier les tribus. Qui a été tué tout de suite. Qui a été tué tout de suite parce qu'à mon avis, il était infiltré depuis le départ. Alors vous, au départ, vous avez beau leur dire que vous êtes journaliste, ils vous traitent d'espion. Hein. Ils disent même les Français peuvent être espions. Oui, il y avait une déclaration malencontreuse, on ne peut pas leur en vouloir, mais du ministère de la Défense, qui avait dit nous avons des espions en Afghanistan. Je ne le savais pas, je crois que c'était la veille ou le matin même. Ils sont malins les mecs. Ils expliquent bien. Marquez tant qu'ils ne donnent pas les photos à la télé encore, ça va. Mais... Donc j'étais un peu dans l'embarras, oui. Alors vous faites ce qu'on appelle un city tour, c'est-à-dire un tour de ville, vous êtes exhibé, vous êtes lapidé quand même, non? Je prends des pierres dans la tête, je prends des pierres partout. J'ai pas été le plus mal loti dans la mesure où j'étais debout, donc j'étais en sang effectivement. Mais un de mes confrères pakistanais qui se trouvait à l'arrière recevait les coups de crosse des Arabes, parce qu'en fait il y avait beaucoup d'Arabes à Jalalabad. Et donc je crois qu'on est resté 26 jours ensemble en prison et il n'a pas pu dormir pendant 21 jours, il était bleu, quoi. Et alors plus tard, quand vous en parlerez avec vos geôliers, vous leur direz, bon, enfin, pourquoi me faire faire ce tour de la ville et Je le prends comme arme, c'est-à-dire je leur reproche en permanence le city tour. Ils disent, nous c'est normal qu'on vous fasse ça, parce que nous on n'a pas la télé pour annoncer votre capture, comment vous voulez qu'on fasse? C'est insensé. Ils sont joueurs. Alors, à l'inverse de ce personnage, il y en a un autre qui est beaucoup plus sympa dans votre bouquin, qui s'appelle Kari Zeiver. Hein. Alors lui, il est sympathique d'emblée, vous le trouvez, c'est bien dans ce bouquin, parce qu'il y a le méchant, le gentil. Vous le trouvez sympathique d'emblée, et puis peut-être moins décérébré par l'islamisme que les autres. Il est entré en talibanie un peu par hasard, et puis pour des intérêts précis. Il est assez sympa. Moi, je le trouve assez sympa dans la mesure où j'ai l'impression qu'il m'a sauvé la vie. Donc, effectivement, Et alors, il y a un moment extraordinaire dans votre bouquin, c'est ça. Alors, la scène est absolument incroyable. On verrait ça dans un film, on dirait le scénariste a pris de l'acide. Vous êtes là, pendant les bombardements américains. Les talibans étaient sur le toit de la prison, Et puis, effectivement, j'ai dû penser à un moment donné. Il se trouve que Match a été longtemps installé sur les Champs-Élysées, donc je dois avoir une vieille nostalgie. Et je me suis mis à fredonner, mais alors malgré moi, parce que j'ai jamais eu de passion pour Joe Dassin en particulier, aux Champs-Élysées.
Et ils l'ont retenu, ils adorent chanter. Ouais. Et c'est comme ça que Joe Dassin est rentré au Panthéon de la guerre sainte. T'imagines, t'as les mecs, les talibans sur le toit de la prison, les avions américains dans le ciel. Les talibans jubilants, parce Ouais. que quand les frappes commencent, moi j'arrive au 2e jour des frappes, pour eux c'est tout bénef, la guerre a commencé, le djihad a commencé. Donc il y avait une espèce de liesse très particulière avec les tirs de DCA, le spectacle était grandiose. Alors, quand vous entendez cette chanson maintenant, ça fait du bien quand même, non? Ça me rappelle des bons souvenirs, mais surtout je l'ai entendu à Djalabad lorsque j'y suis retourné. Je crois que dans quelques années encore, ça y est, il trouvera maintenant. toujours Ça un y est. extrait. C'est un tube en Afghanistan maintenant. Oui, il faudrait que je voie éventuellement pour les droits. Même. Alors, vous découvrez les talibans de l'intérieur, et ça c'est très intéressant, c'est en ça que votre livre aussi est très intéressant. C'est-à-dire que finalement on voit des gens qui sont capables d'autodérision, hein, qui sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Ils sont marrants, ils sont joueurs, ils jouent au volleyball, ils veulent constituer l'équipe des talibans pour les Jeux Olympiques, Ouais, ce genre ouais. de choses. Les vrais méchants, j'ai l'impression, en lisant votre bouquin, que c'est les Arabes, c'est-à-dire ceux qui sont venus et qui ont fait souche là-bas, quoi. C'est la vraie découverte. C'est-à-dire, Ouais. moi, je suis arrivé plutôt en confiance. Même après l'arrestation, je pensais que je pouvais m'en sortir à mesure où je les avais fréquentés en 96. Ce que j'avais complètement mésestimé, c'était l'importance qu'avaient pris les Arabes. Et quand j'ai découvert que les talibans les craignaient, réellement, ils en avaient peur. Ils les décrivent imprévisibles, émotionnels. Ouais. Alors pendant ce temps-là, Michel Pérard, à l'extérieur, il y a une grande mobilisation pour vous, évidemment votre journal Paris Match, qui s'occupe très bien de ces grands reporters quand ils sont dans la merde, il faut le dire. Les autorités françaises aussi, bien sûr. Et vous, vous en doutez pas. Si vous êtes dans cette prison et puis vous savez pas tout ça, vous en doutez un petit peu, mais vous n'êtes pas vraiment au Alors, courant. je m'en doute même pas du tout. Je suis à ce point naïf que j'imagine au moment où on parle de libération, c'est-à-dire à partir du 12e jour, j'imagine repartir par le même endroit, très discrètement, par l'agence de Mormande, Ouais. en remettant la burqa. Ouais. Pourquoi ils vous ont pas tué au début? Il était question qu'il me tue le premier soir, Ouais. puisque quand Kari Zever, donc le directeur de la prison, appelle Tajmir Jawad pour demander mon chalwar kameez, donc la tunique pakistanaise, à ce moment-là, j'étais j'étais torse nu, oui. j'avais plus rien. Tajmir lui répond, le français est mort demain, donc c'est pas la peine de le détirer. Kaboul s'est opposé à notre exécution dès le 2 ou 3e jour. Je crois qu'on le doit beaucoup à Irfan, donc mon confrère pakistanais, qui avait des amitiés, notamment au ministère des Affaires étrangères. Et à partir de ce moment-là, je crois que notre vie n'était plus en danger. Vous n'êtes pas passé loin quand même. C'était chaud. Très très chaud. Alors finalement, les frappes se précisant, le 21 octobre à 22h, la prison déménage, mais pas les journalistes. Hein. Donc voilà comment vous avez été libérés, et vous serez libérés le lendemain.